Alors, c'est un épisode sur Ferrari. Oui, il y a que ça, on parle que de Ferrari aujourd'hui. Donc là, vous êtes deux castes, il y a ceux qui ont les pop-corn dans la main et il y a ceux qui ont les mouchoirs de près. Surtout qu'en plus, il y a des mentions d'honneur dans le chapitrage. Alors là, où... Oh putain, il y en a parmi vous êtes en train de vriller parce que pour vous c'est l'antéchrist. Et c'est important que je vous dise ça, il y a beaucoup de spéculation dans celui d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment la vidéo que tu mets pendant le goûter pour entendre des trucs un peu farfelus qui stimulent. Déjà parce que la qualité des sources est affreuse, hein, c'est F1 Insider, The Race et la Gazzetta, on est là. Mais aussi et surtout parce que même eux prennent des pincettes avec ces news là pour une fois. Mais ça reste intéressant parce qu'on peut spéculer sur le futur, je peux exprimer certaines choses et si je sais que vous n'écoutez pas tout ce que je dis, je sais comment vous entendez une partie de la vidéo. Et moi, tant que mon watch time il explose, je vous aime. Donc on va parler de tout ça tranquillement, posément. Installez-vous, mettez-vous bien. Je suis Clippy Daclip. Bienvenue dans Garage Talks. Utilisez les codes Oli Energy s'il vous plaît. Ils ont mon enfant, c'est-à-dire une peluche que j'ai depuis 3 ans. Ils ont mon enfant. Et si vous achetez pas avec le code Clippy, Dieu seul sait ce qui lui arrivera. Bref, bienvenue dans Garage Talks. Bon, je vais pas dunker sur Ferrari trop fort, genre pas plus que d'habitude quoi. Mais il est vrai que cette saison, on a un petit peu rompu avec le pattern habituel Ferrari. Ah, parce que normalement, c'est bon début de saison et de la faiblesse en fin de saison parce que le développement suit pas, ou parce qu'on fait des erreurs dans le développement, ou parce que le développement est trop lent. Mais là non, là c'était pas pareil. On a eu une saison plus proche de celle de 2020-21, une saison où l'exécution est parfois mauvaise et il y a quelques exploits, mais la voiture est pas bonne, elle a des problèmes intrinsèques qui vont ruiner des courses. Sauf que 2020-21, ça se comprenait parce que c'était des saisons, bon, c'était après l'accord ultra secret avec la FIA pour le moteur qui était overpowered en 2019 là. Et 2021 a été complètement sacrifié pour faire place à 2022, ce qui a en partie marché. Et là par contre, le problème, c'est que genre Ferrari sortait de P2 au championnat constructeur l'an dernier et il fightait pour la P1. Donc disons que les attentes étaient pas les mêmes. Et là du coup, on est sur la fin de saison. Et ça a pas bien commencé et c'est en train de finir bien pire. Ce qui en définitive fait passer les pilotes pour des clowns un peu auprès du grand public parce que le grand public, le mainstream hein, vraiment, est un peu prompt à oublier que sur de la performance pure, c'est pas un pilote, c'est pas une voiture, c'est la somme du pilote et de sa voiture. Mais c'est beaucoup plus simple quand ton pilote préféré est trop lent de dire c'est la faute à la voiture et quand un pilote que t'aimes pas est trop lent de dire ah bah tu vois c'est une merde. Je t'ai toujours dit c'était argument empirique ça. Bon, Loulou, je le mets un peu de côté dans cette histoire parce que ça allait pas être une grosse saison pour lui de base. Déjà parce qu'il y a aucun mal à ça, c'est juste une réalité métabolique. Il a passé son prime physique. Pour lui, pour être, on va dire, dans le même niveau de forme que des pilotes plus jeunes, il faut qu'il s'entraîne de manière un peu plus dure. Ça veut pas dire qu'il peut pas être champion, ça veut pas dire qu'il peut plus gagner. Il y a juste une réalité métabolique quand je dis qu'il a passé son prime. Quand t'as 40 ans, t'as pas le niveau de forme de quand on avait 25. Alors moi, j'en ai 28, mais j'ai le niveau de forme d'un mec qui en a 93. C'est pas pareil. Mais aussi parce que c'est un gros changement pour Loulou, mine de rien. Parce que d'une part, il a connu que des équipes britanniques depuis le début de sa carrière. Oui, Mercedes AMG Petronas a beau courir sous licence allemande, ça reste une équipe qui est en grosse majorité britannique. Parce que, devine quoi, ils sont basés en Grande-Bretagne, à Brackley. Si vous êtes nouveau ici, on apprend rapidement à apprécier que la fierté nationale derrière une écurie, c'est du vent en canette. Même les moteurs de Formule 1 Mercedes sont fabriqués en Grande-Bretagne. Finalement, il n'y a pas plus britannique qu'un Allemand. Demandez à la reine ce qu'elle en pense. Non, elle est morte. Aïe! Bah demandez au roi du coup. Mais bref, ce que je veux dire c'est que Hamilton, il a connu McLaren sous Ron Dennis, droit, carré dans leurs bottes, un peu mafieux. Il a connu Mercedes sous Brown et Wolff, droit, carré dans leurs bottes, un peu mafieux mais avec l'accent allemand. Pour arriver chez Ferrari maintenant, folklorique, romantique, mafieux mais moins qu'avant, mais surtout bordélique vis-à-vis des standards anglois et des... Oh putain, je veux dire, Ron Dennis et Toto Wolff, bon, même Ross Brown avant ça, eux, ils ont pas les crayons de travers sur le bureau, hein, ça c'est sûr. Donc en plus d'une structure dans laquelle faut s'intégrer, et c'est pas aussi simple parce que barrière de la langue, c'est des Italiens aussi, ça c'est quelque chose, hein, on va pas se mentir, genre la culture italienne et la culture britannique, elles sont pas pareilles du tout, hein, bordel. N'est pas l'outrecuidance de demander l'heure à quelqu'un dans les rues de Londres. Par contre, des gens que tu connais pas en Italie, tu leur fais la bise, tu leur fais un câlin comme si tu les avais pas vus depuis 10 ans. Culturellement, on est sur deux choses complètement distinctes. Mais il y a aussi l'apprentissage des systèmes et sous-systèmes de la voiture, que c'est pas les mêmes que chez Merco, bien évidemment. Non. Et même si il a complètement la capacité mentale pour apprendre, ce sera pas aussi automatique que ça l'était chez Mercedes. Dans une interview récemment, c'était plus un essai vidéo qu'une interview, mais il y avait Verstappen dedans et il parlait à un gars, donc on va dire que c'est une interview, pas chier. Verstappen disait que sa première année chez Red Bull, il devait faire des efforts conscients pour les settings en course, pour la manipulation du volant, etc., etc. Parce que chez Toro Rosso, à l'époque où lui
passe de chez Toro Rosso à Red Bull, ils avaient pas encore le même volant. Que là, les deux équipes ont un volant qui ressemble peu au Pro Assa. J'ai fait une vidéo dessus, allez voir, elle est vachement bien. Mais du coup, oui, les commandes n'étaient pas les mêmes que chez Red Bull. Et même si, dans la pratique, tout le monde a le même ECU, c'est mandaté depuis 2008, ça je crois, les settings, l'ergonomie et comment t'implémentes ci et ça, bref, une grosse portion du software est à la discrétion de l'équipe. Et c'est pas du tout la même chose si tu roules une Mercedes versus si tu roules une Aston Martin. Alors que pourtant, en même moteur, tu peux te dire, ah, il y a peut-être de l'overlap. En plus, il est pas rare qu'au sein d'une équipe, l'ergonomie soit pas la même d'un pilote à l'autre. Genre, les pilotes demandent des aménagements ergonomiques sur leur propre volant. Sur le volant de Russell par rapport à celui d'Antonelli, par exemple, les grips sont pas les mêmes. Et même le placement des boutons est différent. C'est-à-dire que là où on trouve le bouton Overtake chez Antonelli, on trouve le bouton Marque chez Russell, qui, lui, sert à mettre un marqueur dans la télémétrie quand le pilote sent un truc chelou, tu vois, en roulant, et fait « Ah, c'est quoi ça? Attends, je marque. » Comme ça, on pourra voir dans les datas après avec mon ingé, est-ce que c'est moi qui accélérais comme un blaireau ou est-ce qu'il y avait du vent? Bref, tout ça pour lui donner des excuses, surtout que derrière, il se démerde quand même, parce que la victoire en sprint, c'est pas rien. Enfin, c'est 8 points, quoi. Mais c'est pas rien. Bon, Charles, par contre, il a pas tout ça qui joue en sa faveur. Lui, genre, on va dire qu'on pourrait le juger de manière un peu plus drue. Mais là, on se rappelle qu'il est devant au général. Il est devant de combien de points d'ailleurs? Bon, il est devant d'une place. Ah oui, par contre, le delta de points est... Ouh, le delta de points, ouh. Mais le fait est que Charles n'est pas remonté sur le podium depuis 5 courses maintenant. C'est pas parce qu'il est incapable de maximiser, non, c'est parce qu'il y a toujours une merde. Bon, le dernier truc en date, c'est les 200 mètres de lift and coast à cause du problème de frein à Singapour. Mais il y a peut-être qu'une ou deux fois de la saison où s'il est pas sur le podium, c'est de sa propre faute. Le reste, c'est des week-ends saupoudrés de merde. Et ça, bah, ça commence à faire chier un petit peu plus que d'habitude. D'autant que là, Ferrari se profile lentement mais sûrement vers leur première saison sans victoire sous l'ère Vasseur et seulement leur 4e dans l'ère hybride turbo. 14, 15, 20, 21. Donc ce serait leur 5e. Comme ça, ce serait pas mal de l'éviter dans l'ère turbo-hybride 2, le retour. Avec ce règlement que tout le monde attend comme le Messi ou le Ronaldo ou le Zinedine, je sais pas, sous cette vanne. Eh ben on a Leclerc qui lui commencerait déjà à tirer la sonnette d'alerte pour 2026. Parce que bien sûr, 2026, c'est une putain d'opportunité. Je vais vous dire un truc, parce que je vois encore des gens réagir comme ça sur Twitter et... On ne sait pas qui sera où en 2026. Oui, on peut spéculer. Oui, on peut se douter que Mercedes va nous refaire le coup de 2014. On pourrait aussi être surpris. Ne prenez rien à face value, à valeur de visage. Ça ne veut rien dire. Que dans le meilleur des cas, bon, vous avez raison, mais c'était du pif. Et dans le pire des cas, vous passez pour un glandu. Vous voyez pourquoi je passe mon temps à nuancer des trucs? Charles est aussi conscient que si Ferrari a raté 2026, il va y avoir 2 ou 3 ans où ils vont devoir se reconstruire avant enfin de retourner à un niveau qui est peut-être capable d'aller chercher un titre. Et donc un peu à l'instar de Seb, un peu à l'instar de Fernando en leur temps, il est en train de se mettre dans une position inconfortable où il questionne des choses compliquées au sein de l'équipe, des choses que le pilote n'est pas censé, et c'est apparemment en train de nuire à son capital sympathie. Au sein de l'équipe et dans la presse, j'entends. Bon, les exemples de Fernando et de Seb, ils sont pas sortis du fond de mon cul, hein, c'est des pilotes qui se seront montrés critiques face aux grosses têtes à Maranello et qui au final ont mangé le mauvais côté de la canne. Après Alonso, lui, il en avait vraiment plein le cul en 2014 et ça se comprend parce que putain là, le tracteur. Mais ouais, ce qui est important à retenir là, je sais que je suis parti sur une tangente, du coup vous avez arrêté d'écouter, c'est que Charles, il est en train de nuire à son capital sympathie au sein de l'équipe, qu'il est en train de devenir peut-être un peu autre chose que il est prédestinato. On va pas tout lui passer non plus au gosse. Un peu comme on n'a pas tout passé à Fernando, un peu comme on n'a pas tout passé à Seb. Le reste de la saison, il est pas décisif plus que ça pour Ferrari. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir plus ou moins de prize money dépendant de si tu finis P2, P3 ou P4, où il risque de finir au rythme où ça va. Mais même si Ferrari aime bien l'argent, je pense pas que dans la tête des gens chez FF, c'est ultra décisif de finir P3 ou P4. Du coup, on est clairement face à une équipe qui, sur cette fin de saison, est sur une pente descendante. Et c'est pas bon ça, parce que l'élan, le momentum dans le sport, c'est super important. Le bon, ça amène le bon. C'est toujours plus facile de fournir de gros efforts quand tes efforts sont récompensés ou quand tu sais qu'ils sont récompensés. Bref, on va pas rentrer dans la psychologie sportive, mais la psychologie. La psychologie! Ce que je veux dire, c'est que finir sur une note amère, encore plus amère que le début de saison, là, pour Ferrari, eh ben, c'est un peu inquiétant quand même pour eux. C'est un peu inquiétant pour le staff en général. Et peut-être que c'est assumé, peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est sacrifié pour 2026. Mais peut-être que le board, il veut pas savoir, en fait. Peut-être qu'ils veulent des résultats à ça. Comme là, il y a assez peu de circuits qui vont permettre à Ferrari de se mettre en valeur, j'aimerais bien dire qu'ils ont une belle wildcard au Mexique, parce que c'est un circuit en altitude et que c'est particulier. T'as peut-être un peu plus de marge avec l'aéro et
Après, le problème de la voiture, c'est sa balance, donc je sais pas si... Bon, Loulou, il aime bien les US aussi, donc pour lui, il aura peut-être une inclinaison particulière à mieux faire. Mais j'espère vraiment un rebond, j'espère vraiment un high point avant la fin de cette saison, parce que Elkann, là, bah, le big boss, hein, il a pas votre temps. Il y a quelques temps maintenant, Christian Horner a été évincé de son rôle, team principal chez Red Bull. Et il y a quelques semaines, il a atteint un accord avec Red Bull, genre l'entité en général, pour officialiser sa séparation entre lui et du coup toutes les entités dans lesquelles il avait encore ses petites phalanges. Ce qui était plus team principal Red Bull Racing, mais il avait encore des liens dans l'entreprise, tu vois ce que je veux dire? Donc il fallait vraiment des accords pour qu'il forque un maximum de blé pour que lui décide de se casser, 88 millions d'euros je crois c'est ça. Mais il semblerait que aussi dans cet accord il y avait eu gardening leave, un congé jardinage, était v'là raccourci, parce qu'il est déjà en train de chercher du boulot. Il aurait dans un premier temps dit oui à Aston Martin, se trouve qu'Aston Martin n'a rien demandé. Pareil qu'il était en discute avec Cadillac, et ça c'est... prétendu. Mais il y a un gros problème en fait, c'est que la personne qu'il avait accusé d'avoir un comportement qui était absolument pas professionnel et inapproprié là, il est leak WhatsApp avec la photo de bite qui était une photo de doigt là, vous vous souvenez? Bref, il y a eu un accord en dehors du tribunal qui a été fait avec cette personne-là. Et il semblerait que cette personne-là maintenant travaille chez Cadillac. Donc on comprend pourquoi Cadillac aurait pas envie de voir Horner débarquer. Tout ça, c'est à prendre avec, c'est même pas des pincettes, c'est à prendre avec des pinces de barbecue, parce que la source c'est vraiment Internet a dit voilà. Je vous rappelle qu'on n'a pas l'identité de la personne, il y a eu des leaks. On n'a pas l'identité de la personne qui a porté plainte contre Horner. Et si les leaks, par exemple, s'avéraient être faux, et que du coup, cette personne-là travaillait bien chez Red Bull et elle est juste partie chez Cadillac parce que bah, le marché du travail marche comme ça, tu vois. Le fait est que Cadillac veut pas d'Horner, ça c'est à peu près vrai. Mais du coup, maintenant, il y a Ferrari. Bon, alors, il y a encore un truc. The Race a pondu une pièce de plus de 8 minutes, parce que sinon, je mets pas autant de pubs que tu veux, lol, avec une potentielle 12e équipe qui serait menée par Horner. Par menée, j'entends créer, mais en même temps, il y aurait pas son nom sur la boîte. Bon, la rumeur là, elle est basée sur le fait qu'Horner, prétendument, voudrait avoir des parts dans l'équipe avec laquelle il va travailler dans le futur. Étant donné qu'Aston Martin a dit non, ça veut dire que la seule équipe qui serait ouverte à ça sur la grille, ce serait Alpine. Parce que bon, Ferrari, c'est pas trop le genre de la maison. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont perdu Newey. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point une 12e équipe sur la grille, c'est folie douce. Bon, faut que vous compreniez un truc si vous êtes nouveau avec le sport. Si c'est pas le cas, ou si vous êtes sur cette chaîne depuis quelques lustres maintenant, vous pouvez gratter votre téléphone, vous savez déjà ce que je vais dire. En Formule 1, depuis moult lunes maintenant, il est plus question juste de fric. Il est aussi beaucoup question d'image. J'aime bien prendre l'exemple du WEC parce que tu peux arriver avec un projet qui tient debout. Les organisateurs ont très peu de raisons de te dire non. Et même s'il y a moins de privés en hypercar, je veux dire, pensez les petites équipes. On a eu Van Wall et Glickenhaus. C'est des voitures qui, dans le grand schéma des choses, étaient pas tellement performantes, pas exploitées par des grosses forces d'usine, et comme c'est des privés avec des moyens modestes, ils avaient souvent des performances qui reflétaient ce statut. Et c'est absolument pas un 10. Faut se rendre compte que ce que Van Wall et Glickenhaus ont fait sur la scène internationale au plus haut niveau de l'endurance, c'est quand même énorme, et ça l'est d'autant plus parce que justement c'est des privés avec des moyens beaucoup plus limités. Même si on pourrait débattre du statut de privé parce que les sponsors et parce que les aides. On va pas faire ça aujourd'hui. Moi j'adore ce genre de team et de projet parce que il y en a de moins en moins. C'est vraiment des underdog stories. C'est bien que même si Glick par exemple n'a glané que 2 podiums, les underdogs qui se prouvent à la face du monde enfin une bonne fois pour toutes, c'est mes histoires préférées dans le sport et dans le sport auto en particulier. Celles des gens qui grindent dans l'ombre et qui tel Guido attendent leur revanche. Et en WEC, eh ben c'est possible. En Formule 1, non. Si demain je forme Jaune Limitless Racing, par exemple, que je rassemble 480 millions de balles, va falloir bourrer les commissions au lit, code Clippy, ou un gros super thanks sa mère, ça marche aussi. La gueule de l'admin YouTube s'il voit une dono de 480 millions. La gueule de la banquière. Bref, j'arrive avec Jaune Limitless Racing, un projet tangible, la FIA qui greenlight, et 480 millions de balles, la FOM s'en branle. Pourquoi? Parce que Jaune Limitless va débarquer avec zéro aura, comme disent les jeunes qui pratiquent le mewing et le maxing, ou encore l'aura farming, que des termes que je comprends. Si par contre, j'arrive avec un constructeur dont le nom, genre Mitsubishi Jaune Limitless Racing, ou juste Mitsubishi Limitless Racing by Jaune, pour être un peu plus... C'est plus marketable, je trouve. Là, c'est plus intéressant parce que je suis backé par un constructeur, donc il y a plus d'intérêt marketing. Mais, attends, parce que Mitsubishi, c'est pas giga intéressant d'un point de vue aura farming. Oui, vous et moi, qui sommes fans de Lansar, GTO et autres véhicules
véhicules concept car qui ne sortiront jamais, bien sûr. On trouve ça v'là cool, on adore la marque aux 3 diamants, parce qu'ils font des avions de chasse aussi, putain, ça déchire. Mais l'aura pour le viewer mainstream, pour les gens qui s'intéressent au sport que de loin, elle est pas là. Par contre, j'arrive avec full backing de Toyota, Peugeot ou Porsche. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Et je me permets de préciser, puisque Clippy Face Caméra l'a pas fait, que la Formule 1 étant un sport de spectateurs, elle a besoin de capitaliser sur le mainstream, sur les gens qui regardent que de loin, parce que c'est un sport de spectateurs. Elle a besoin de renouveler son pool de spectateurs assez régulièrement pour prospérer, aux grandes dames de ceux qui gatekeep le sport par élitisme. Donc là, Orny, faut qu'il trouve v'là des thunes, des sponsors, du backing, ça il peut. Il a un network, il connaît du monde, y a pas de problème. Va lui falloir des installations, va falloir mettre en place une structure, va falloir embaucher tarpin du monde. Tout ça pour même pas être sûr que la FOM va approuver ta putain d'entrée. Demandez à Andretti ce qu'ils en pensent. Ou à Cadillac maintenant. Parce que c'est même pas aussi simple que non mais je débarque avec un fond d'antidilution, parce que les accords Concorde et toutes ces conneries. Et pendant qu'on essaye de faire rentrer John Limitless Mitsubishi Racing mon cul sur ta commode en Formule 1 avec backing, fric et v'là les intérêts marketing, j'aurai une facilité incroyable à genre juste run 2 Aston Martin clientes en WEC, ou carrément arriver avec mon propre programme qui serait genre juste une Toyota GT1 déguisée en hypercar. Et je crois que t'as toujours le droit de run un programme privé comme ça, mais t'as plus le droit de rouler qu'une seule voiture, il en faut 2. Il y a des gens qui me diront si je dis de la merde ou pas là. Bon, après je vois bien que en WEC ça commence doucement, parce que genre vu la gueule des grilles qui se profilent avec les programmes Genesis, Ford, McLaren et compagnie, il y a de moins en moins de place pour les privés, et ça c'est triste. Bref, tout ça pour dire que, à part pour faire 240 vues en 11 jours, c'est blard hein, pour vos stats at The Race, je vois pas d'où vient la rationnelle pour une 12e équipe. Ce qui est beaucoup plus probable par contre, c'est qu'Elkann perde patience. Ah bah oui, hein, parce que là, ça parle doucement, prétendument, d'évincer Vasseur, au profit d'Horner, justement. Bon, ça irait à l'encontre de sa volonté à avoir une part dans l'équipe, donc faut voir à quel point c'est tangible, ces conneries. Mais ça irait surtout à l'encontre de tout ce que Vasseur met en place actuellement, en fait. Faut comprendre qu'en Formule 1, le rôle de team principal ou de CEO de l'équipe, c'est pas du même acabit que du rôle de coach en football. Si tu prends Mourinho, oui, même Mourinho, oui, et que tu le fous au 3 bassins FC, je pense qu'il roule sur la Régionale 2 à partir du 2e match. Mais en Formule 1, même si tu me remets la Dream Team Ferrari, hein, donc c'est-à-dire Jean Todt, Ross Brown, Rory Byrne, faudra pas moins de 3-4 ans avant que l'équipe se remette d'une mauvaise gestion. Et là, on n'est pas dans une mauvaise gestion, donc peut-être laissez-lui 1 an ou 2 seulement à Vasseur, non? Non? Ah non, c'est chiant. Rappelez-vous que Todt, il arrive en 93. Il faudra attendre 97 pour voir Ferrari être un vrai contender pour le titre. Avec une Ferrari qui ressemblait beaucoup à une Benetton rouge quand même. C'est peut-être parce qu'il y a du staff de Benetton qui a muté chez Fefe, mais on sait pas. On sait. Il faudra attendre 99 pour un titre constructeur et 2000 pour un titre pilote. Quand Ferrari chope son titre constructeur, c'est après 15 ans de disette. Le dernier, c'était 83. Quand Schumacher est champion, en rouge, donc son premier titre Ferrari, qui est son 3e titre. C'était le premier titre depuis Scheckter en 79. Il y a une génération entière entre Scheckter et Schumacher de gosses qui sont nés, allés à l'école, fini l'école et sont rentrés dans la vie active avant que Ferrari ait un autre titre pilote. Bon, ça va que là, le dernier, c'est Raikkonen. Oh, merde. Alors, il faut que je vous dise, quand j'ai dit ça va que le dernier c'est Raikkonen, en sachant pertinemment que Raikkonen c'est 2007, hein, je me suis dit, ça fait pas aussi longtemps. Je me suis soudainement rappelé que là, ce serait au minimum 2026 leur premier titre, tu vois, si pas après. Ah, mais on se rapproche doucement, hein. Pardon, j'avais dit je dunkerais pas sur Ferrari. Pardon. Là, je dunk sur les années. Bon, actuellement, on est dans la culture de l'instant. Ça, c'est le buzzword. Hein, on est dans la culture qui écoute pas, qui lit pas, mais qui se plaint quand même. On gueule sur les gars qui donnent des réponses complexes à des problèmes complexes. Et là, Vasseur, il est incapable de donner des réponses simples à des problèmes aussi vastes que pourquoi qu'on n'est pas champion du monde. La pression en interne, elle pète. Les médias sont super critiques. Horner peut déjà rebosser et Elkann, qui est du genre, il est agité, il est émotif, I am latine, considère, selon F1 Insider, que les services d'Horner sont une priorité. On rappelle qu'il a essayé de recruter Horner en 2022, donc c'est-à-dire que Vasseur n'était pas nécessairement son premier choix. Et ça pourrait être du sensationnalisme de haut niveau, ça pourrait être incroyable, mais j'y crois
Pas du tout. Est-ce que le nom d'Horner a été murmuré dans le bureau d'Elkann? Ah oui, ça oui, j'y crois à mort. Je serais même pas surpris que cette rumeur, elle vienne du haut de la pyramide Ferrari et que ce soit justement pour foutre un coup de pression à l'équipe pour que ça travaille un peu plus vite, un peu mieux. Parce que soyons clairs, si Vasseur part, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de mamie avec l'eau du bain et que Charles aussi se barre. Leclerc, il reste chez Ferrari par pure fidélité, par amour, parce qu'il est passionné et qu'il veut gagner en rouge. Mais il y a un moment, quand tu vois les prix qui sont attachés autour de Leclerc et quand tu vois à quel point d'autres équipes l'utiliseraient peut-être beaucoup mieux, la fidélité, elle a ses limites dans ce cas-là. Demande à Loulou ce qu'il en pense. Si la marque s'enterre, si Charles doit revivre un deuxième cycle pour lui de destruction, de régénération de leur team principal, je pense pas il reste. Surtout que, d'une part, le lien qu'il a avec Vasseur, il est beaucoup plus gros, on va dire, que celui qu'un autre pilote pourrait avoir avec son team principal, mais aussi parce que tout le monde est positif sur l'influence interne de Vasseur, et à chaque fois qu'il y avait des vagues crottes de nez de la presse italienne, des vagues rumeurs sur le fait que Vasseur était menacé, Charles et Lewis sont montés au créneau pour défendre le boug. C'est rare que tout le monde soit positif sur l'influence interne d'un team principal. Enfin, tout le monde, pas les comptes Twitter fans, soi-disant, de Ferrari qui prônent la négativité à outrance. Ça, c'est parce que la négativité, ça donne généralement de meilleures stats. Ah oui, parce que les gens réagissent. La relation entre Charles et Fred, elle est forte. Sûrement plus forte que celle entre Vasseur et Hamilton. Et je dis pas ça... Ah si, je dis ça par pur cynisme, en fait. Il y a des gens qui sont persuadés que si Vasseur se barre, alors Loulou se barre aussi. Non. Alors je peux pas vous le dire de manière empirique parce que j'ai pas de preuves, mais non, j'y crois zéro, ça aussi. Hamilton voit Ferrari comme sa dernière écurie. Il est parti là-bas pas juste pour être pilote et chase un dernier titre, il est parti là-bas pour rester long terme, même après sa carrière active en tant que pilote. Je vois pas quelqu'un qui a mis tous ses œufs dans le panier rouge là se barrer. Voilà ma théorie pour Loulou. Il veut que son héritage en Formule 1 soit complet. Et avec 7 titres, c'est un des plus grands. Par contre, son héritage, et c'est le cas pour tous les grands pilotes, il est légèrement terni. Bon, il y a le Spygate, il y a le comportement de gamin au début de l'ère hybride, il y a les dernières années avec Mercedes qui ont un peu impacté son patrimoine, on va dire. Comme Schumi, comme Senna, Prost, ceux qui ont volé au plus haut, ont aussi raclé le sol. Un titre en rouge, son 8e de surcroît, ça gomme tout. Il a zéro intérêt à partir, parce que si en 2026 sa voiture est bonne et que le style de conduite lui va, et qu'il glane un titre, le legacy est immense, le legacy est incroyable. S'il l'a pas, s'il fait de son mieux, et qu'envers et contre tout, il reste après dans la structure, dans un rôle de conseiller, loyauté tatouée sur le bras, et qu'il aide à construire le succès de la Scuderia, c'est futur, le succès après lui. Peu importe son rôle à ce moment-là, c'est romantique, c'est vendeur, c'est incroyable. Et il peut quand même le faire s'il a un 8e titre. Tu crois vraiment que si Vasseur se barre, il se barre avec? Tu crois vraiment que Loulou va... à 40 ans, avec son stock endommagé par les dernières saisons, tu crois vraiment qu'il va se remettre sur le marché en agent libre? Oui, tu vas me dire, je suis complètement d'accord, c'est cynique de penser comme ça. À l'opposé, je pense que croire que tous les pilotes prennent des décisions sportives avec la passion au centre de leur processus décisionnaire, c'est naïf. Pour résumer ça en une soundbite que vous allez pouvoir vendre à vos potes, pour être clair sur Horner, je vois pas le boug arriver chez Féfé. Pour être clair sur Loulou, et je le shame pas du tout, parce que je ferais exactement la même chose, je le vois rester, même si Horner débarquait. Puis qu'on soit clair, je spécule là. Et pour être clair sur Charles, je pense que le message que Seb a laissé sur le casque qu'il lui a donné le travaille de plus en plus. Et autant je vendrais ma daronne, de toute façon je la vendrais pour pas grand chose, et autant je vendrais mes chats pour voir Leclerc gagner en rouge, autant c'est peut-être plus dans son intérêt d'aller chercher une victoire en noir ou en bleu. Si, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis clippé d'acrylique, je suis partout, ça s'affiche plus. Ça sert à rien. Il y a les liens dans la description si vous voulez nous suivre partout. On est sur Twitch, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur tous les canaux. On s'appelle tout pareil, sauf sur Twitch où c'est Clippy_Daclip_. On fait du vroom vroom de manière non discriminée. On peut faire un jeu arcade tantôt et puis le lendemain se péter la pastille sur Assetto. Je voulais remettre eSport WRC dans le menu là pour les streams suivants, mais j'ai un énorme blème avec l'anti-cheat. Je vous demande pas d'aide, c'est bon, j'ai réussi à bypass le truc parce que je m'en fous quelque part de jouer multi. J'ai passé l'âge, moi. Ça va que j'en ai rien à foutre de jouer multi quand même, tu vois. Mais je me disais c'est pas grave, je vais rajouter ça sur Twitch et tout. Mais j'ai des problèmes d'affichage persistants. Encore une fois, je demande pas d'aide, donc je vais sûrement jouer à WRC Evo sur PS2 et puis
iRacing Arcade, dont la démo sort cette semaine. Normalement, la démo est sortie aujourd'hui. Si cette vidéo est sortie lundi. Si elle est sortie mardi, alors c'est sorti hier. Et on en fait ce soir sur Twitch. 19h, généralement. Les liens Oli Energy, parce que ça soutient de ouf. On va déménager, c'est sûr à 100%, c'est dit, c'est fait. On a 8 mois pour mettre des sous de côté, donc on est bien. Sur la chaîne à venir, c'est pour l'élite, hein, ceux qui restent après tout ça. Le car, bien évidemment, on travaille sur le prochain épisode. Non, c'est pas la fin de la quadrologie. Si les vidéos Matos Sim Racing plaisent autant, il n'est pas exclu qu'on en fasse d'autres. On va tâter la flotte avec un truc qui est déjà en préparation là pour le mois de novembre. Et parce que ça peut être marrant, j'ai peut-être envie de ramener le bail de chronique ciné que j'avais dit que je ferais certainement qu'une fois, mais qu'il y en a plein qui m'ont dit ça peut pas être un one-off, et j'étais un petit peu travaillé parce que je veux bien moi en faire, mais genre c'est la porte assurée vers des vidéos où tu récupères pas la monétisation, parce que genre droit d'auteur, etc., les compagnies qui comprennent pas le principe du fair use. Mais j'ai peut-être une idée sur comment contourner ça, et ce sera peut-être gaulerie. Donc voilà, ça pour dire, c'est le début de la saison où il commence à faire froid, je peux remettre des sweats, je me sens de mieux en mieux. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Clippy Dacly. Nul! Elles sont nuls!